Voyons quelques données concernant la respiration, mais qui ne serviront qu'éventuellement au cours d'exercice et qui ne sont pas à ressortir en sujet de synthèse. Tout d'abord, quels sont les facteurs optimisant l'approvisionnement du fœtus en dioxygène? Pour ça, nous représenterons d'une part le compartiment sang fœtal séparé du sang maternel par le placenta. Quels sont les éléments qui font que le dioxygène passe de la mère vers le fœtus? Différents paramètres vont permettre ce flux unidirectionnel. D'une part, une hématocrite très élevée chez le fœtus. L'hématocrite étant la quantité de globules rouges dans le sang. Deuxième paramètre, une hémoglobine fœtale particulière qui a une affinité pour le dioxygène plus importante que celle de l'hémoglobine de la mère. Cela sous-entend que l'hémoglobine fœtale est différente de l'hémoglobine maternelle. Comme toute hémoglobine, elle présente bien sûr une association de 4 globines, mais ces globines sont de sous-catégories différentes, c'est-à-dire qu'il y a des isoformes différentes. Voyons avec les courbes CDO les propriétés de ces hémoglobines. Donc, nous retrouvons la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, puisqu'il y a ici pourcentage de saturation, ici sous-entendu de l'hémoglobine, en fonction de la pression partielle de dioxygène, exprimée ici en millimètres de mercure. Nous avons les différentes courbes sigmoïdes typiques avec sang fœtal en orange, sang maternel en bleu, et on les a représentées pour différentes températures. Ici, l'effet de la température ne sera pas détaillé, on va juste regarder les différences sang fœtal, sang maternel, et on va se placer à une température donnée. Prenons par exemple 10 degrés. Pour une pression partielle de dioxygène donnée, on va prendre là par exemple 30 mm de mercure, on va pouvoir déterminer les saturations de l'hémoglobine. Pour la mère, on a une saturation de l'ordre de 62%. Saturation qui est moindre que celle du sang fœtal. Donc ça veut dire ici qu'à pression partielle identique, le sang fœtal se sature plus que le sang maternel. Au niveau du placenta, c'est ce qui se passe, on a une pression partielle de dioxygène donnée et l'hémoglobine du fœtus va prendre plus facilement le dioxygène que ne le prend l'hémoglobine maternelle. Donc on va avoir une facilité de diffusion du sang maternel vers le sang fœtal. Donc ça revient à dire que l'hémoglobine fœtale est plus affine au dioxygène que l'hémoglobine maternelle. Ceci, on le sait, peut aussi être mis en évidence par la P50. La P50 correspond à la pression partielle de dioxygène à demi-saturation. Donc, prenons saturation de 50%. On obtient pour le fœtus une pression de dioxygène relativement faible, donc la P50 fœtale, alors que la P50 maternelle est beaucoup plus importante. On sait que plus la P50 est élevée, plus l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène est faible. Revenons à notre schéma.
donc affinité fétale plus importante, on va avoir ici une diffusion facilitée, une fixation plus facile du dioxygène au niveau de l'hémoglobine du fœtus. Autre paramètre, quand le dioxygène passe du sang maternel vers le sang du fœtus, il va y avoir une augmentation de la pression partielle de dioxygène dans le fœtus. On sait qu'une pression partielle de dioxygène forte au niveau de l'hémoglobine va diminuer l'affinité de celle-ci pour le CO2. Donc, l'hémoglobine va relarguer plus facilement son CO2. Inversement, on peut mettre tous les phénomènes inverses du côté du sang maternel. Quand le dioxygène passe de la mère vers le fœtus, la quantité de dioxygène dans le sang maternel diminue, donc pression partielle de dioxygène diminue. Ça augmente l'affinité pour le CO2. Donc là, il y aura une facilité de capture du dioxyde de carbone dans le sang maternel. Donc on a le flux gazeux concernant le dioxyde de carbone qui est dans le sens fœtus vers la mère. Donc ça va être un peu analogue au rejet de CO2 par expiration. Cet effet du dioxygène sur le CO2, rappelons que ça correspond à l'effet Haldane. Lors de ce flux de CO2, on va avoir bien sûr une diminution de la quantité de CO2 du côté du fœtus. On sait que le CO2 a un impact sur le pH. Je vous renvoie à l'association du CO2 avec l'eau qui donne H2CO3 et ensuite qui se dissocie en H+, plus HCO3-. Une P de CO2 qui diminue, il va y avoir moins de H+, donc un pH qui augmente. On sait que le pH a un impact sur l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène. Un pH élevé engendre une affinité plus importante de l'hémoglobine pour le dioxygène. Ça, c'est l'effet Bohr. Et cet effet Bohr va finalement renforcer le flux de dioxygène vers le fœtus, puisqu'une affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène plus élevée va faciliter la capture de dioxygène, donc on renforce les effets initiaux. Cet effet Bohr, on peut le voir également du côté maternel en mettant tous les éléments inverses de ce qu'on avait vu pour le sang fœtal, c'est-à-dire que du côté maternel, le CO2 qui arrive va engendrer une augmentation de la pression partielle de CO2. Cette P de CO2 qui augmente va engendrer une baisse de pH qui, par effet Bohr, diminue l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène. Donc, on a ici ce qu'on peut qualifier de double effet Bohr, deux effets Bohr inverses de part et d'autre. Affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène qui diminue, donc ça revient à dire que l'hémoglobine va libérer plus facilement son dioxygène, relargage du dioxygène qui est facilité du côté maternel, donc ça renforce le flux de dioxygène de la mère vers le fœtus. Nous venons donc de voir qu'au sein d'une même espèce de mammifère, il peut y avoir au cours du développement des variations des caractéristiques de l'hémoglobine, une hémoglobine fœtale qui va être plus affine pour le dioxygène que l'hémoglobine adulte. Ceci est permis grâce à des globines un peu différentes, donc des isoformes différentes des globines.
Voyons maintenant des variations entre espèces différentes chez les mammifères. Nous prendrons ici l'exemple de mammifères classiques comparés au lama et à la vigogne. Alors, le lama, tout le monde voit à peu près à quoi ça correspond. La vigogne, elle, est un cousin du lama que vous avez représenté ici sur ces photos. Et ces espèces habitent en Amérique du Sud, notamment dans la cordillère des Andes, et sont adaptées à des milieux montagneux. Qui dit forte altitude dit pression partielle de dioxygène dans l'atmosphère relativement faible. Donc on va comparer ces animaux d'altitude adaptés à un milieu pauvre en dioxygène comparés à des mammifères de basse altitude ou d'altitude moyenne pour lesquels la pression partielle de dioxygène dans l'air est plus élevée. Prenons une pression partielle de dioxygène donnée, la même pour les mammifères classiques et les mammifères d'altitude. Là, par exemple, 40 mm de mercure. À 40 mm de mercure, on voit par exemple pour les mammifères moyens que la saturation de l'hémoglobine en dioxygène est de l'ordre de 70%, alors que chez le lama, elle est bien plus importante. Donc ça veut dire que pour une pression partielle de dioxygène donnée, par exemple au niveau de l'air, le lama a son hémoglobine qui fixe davantage le dioxygène. Ça revient à dire que l'hémoglobine est plus affine pour le dioxygène. On peut l'exprimer également en repérant la P50, donc à demi-saturation. On obtient une pression partielle de dioxygène pour les mammifères classiques qui est de l'ordre de 30 mm de mercure. Donc P50 mammifères classiques, alors que pour le lama, par exemple, la P50 est beaucoup plus faible, de l'ordre de 18 mm de mercure. Donc on voit P50 du lama ou de la vigogne inférieure à la P50 du mammifère. Plus la P50 est faible, plus l'affinité est importante. Donc les mammifères d'altitude ont une affinité pour le dioxygène plus importante que celle des autres mammifères. Ça leur permet, même si l'air contient peu de dioxygène, d'en fixer beaucoup au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc on a bien une adaptation à l'altitude. Pour conclure ce chapitre, nous rappellerons que la diffusion des gaz est régie par la loi de Fick. Cette loi précise que la diffusion est d'autant plus grande que la surface est vaste, que l'épaisseur de cette surface est faible, et enfin que le gradient de pression partielle des gaz considérés est important. Ainsi, pour faciliter le prélèvement ou le rejet des gaz liés au métabolisme, les organismes pluricellulaires de grande taille ont développé des surfaces d'échange ayant ces caractéristiques. Ces organismes pluricellulaires sont par exemple les insectes avec leur appareil trachéen, les mammifères avec leur appareil pulmonaire ou encore les angiospermes avec leur appareil foliaire contenant des stomates. Nous avons développé le cas des mammifères, chez qui il existe un arbre respiratoire avec de nombreuses alvéoles. Ces alvéoles sont entourées de cloisons alvéolaires relativement fines et au niveau desquelles est maintenu de part et d'autre un gradient de pression partielle fort grâce
au renouvellement du sang, mais aussi au renouvellement de l'air. Chez eux, un pigment sanguin très important, l'hémoglobine, transporte la majeure partie du dioxygène nécessaire à la respiration cellulaire. Mais les gaz ne sont pas les seules substances échangées avec l'extérieur. Il existe d'autres échanges. Les organismes doivent aussi, par exemple, se fournir en énergie. Les mammifères doivent prélever de l'énergie chimique potentielle présente dans les molécules organiques, ou encore les angiospermes doivent prélever de l'énergie lumineuse. Ils développent aussi pour cela des surfaces d'échange, que sont d'une part l'intestin grêle pour l'alimentation, ainsi que l'appareil foliaire pour la capture d'énergie lumineuse.